Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition de l'émission À la Une, préparée en partenariat avec le cabinet Global Mind Consulting, et nous sommes ce soir sur la chaîne panafricaine internationale Label TV. Robert Massoum-Bouko, bonsoir, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Zainabou Dia, merci beaucoup. Vous êtes le dirigeant du groupe de la Banque africaine de développement au Gabon. Vous êtes aussi un banquier chevronné puisque vous avez fait l'essentiel de vos classes dans plusieurs grands groupes bancaires européens. On peut citer ING, on peut citer également la banque Bruxelles-Lambert. Et ce qui vous caractérise, c'est quand même votre capacité à pouvoir être très soucieux de placer votre expertise, votre savoir-faire au service du développement des États, mais aussi des entreprises sur le continent africain. Absolument. C'est un excellent résumé d'ailleurs, merci beaucoup. C'est très aimable. Il est clair qu'effectivement, il faut associer toutes sortes de compétences. La Banque africaine de développement, comme nous aurons l'occasion d'en parler certainement, a pris ce tournant radical d'associer une série de compétences, secteur public, mais aussi de plus en plus secteur privé, parce que la réalité de nos pays, de nos économies est ainsi. Oui. Avec une grosse tendance qui est que le secteur public de plus en plus, et on lui demande de créer juste les conditions pour qu'un secteur privé qui lui crée les vrais emplois, qui lui paye les impôts, que ce soit ce secteur privé-là qui soit qui porte la croissance et plus du tout uniquement des politiques publiques. Je crois d'ailleurs que vous avez rejoint le groupe de la Banque africaine dans ce cadre-là, avec un fonds d'investissement sur lequel vous étiez en train de travailler. Effectivement. Vous faisiez partie de cette équipe, Africa 50. Exactement. En français, on dit Afrique 50. Afrique 50. Mais c'est vrai que quand on a préparé, on a toujours... les premiers logos étaient Africa 50, parce que c'était un peu plus panafricain. Et le monde de la finance est quand même encore très anglo-saxon, anglophone. Mais il y a le mot Afrique 50. Et d'ailleurs, parmi les premiers pays qui nous ont accompagnés, il y avait le Sénégal et le Maroc, qui sont tous les deux nations francophones. Et effectivement, c'est pour accompagner cette belle initiative que j'ai quitté le groupe bancaire dans lequel j'étais en Suisse et que j'ai rejoint la Banque africaine à Tunis il y a à peu près maintenant, pas loin de 6 ans, un peu plus que 5 ans, je dirais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous décidez de quitter le privé pour rejoindre une institution financière africaine? Alors, le parcours, sans faire trop long, a d'abord commencé dans le privé, dans les télécoms, en Afrique de l'Ouest, les premiers réseaux de GSM à l'époque. Et ensuite, on m'a appelé en Europe. C'est plutôt dans le sens inverse que ça se passe. Mais là, on m'a appelé en Europe parce que on m'a demandé de joindre un groupe bancaire, la Banque Bruxelles-Lambert, qui voulait développer ses activités en Afrique. Donc, en cela, elle suivait les modèles plutôt anglo-saxons, qui faisaient qu'on enlevait de plus en plus les managers européens sur l'Afrique, et on développait une nouvelle génération. Et donc, j'ai bénéficié déjà de ce premier flux. Et le chemin inverse, beaucoup plus tard, c'est parce que la Banque africaine m'a vraiment intéressé, m'a fait une offre de venir les accompagner, amener mon expertise de mobilisation de fonds à l'international en fait, et la mettre au service du continent. Et j'ai beaucoup aimé ça, et ça tombait bien, et donc j'ai accepté. Alors, quelques chiffres pour un peu camper le décor de cet entretien. Le PIB réel de l'Afrique a continué à s'améliorer, encore en 2018, pour atteindre 4,1%, après un fléchissement quand même d'environ 2,1% l'année précédente. Et la Banque africaine de développement table désormais sur une croissance de 4% aussi cette année, et 4,1% en 2020. Aujourd'hui, quelle est l'ambition de la Banque africaine de développement? La Banque africaine a 5 priorités. Elles ont été clairement mises sur la place quand le docteur Adesina a été élu en 2015 président du groupe. Et il a dit, nous devons faire 5 choses. Premièrement, il faut éclairer l'Afrique. L'Afrique, les chiffres, on les connaît. La production en termes de gigawatts de l'Afrique subsaharienne, c'est l'équivalent de l'Espagne ou de la Belgique. Clairement insuffisant. Deuxièmement, la Banque africaine va accompagner l'Afrique à se nourrir. L'Afrique est aujourd'hui un importateur net des principaux aliments que sa population consomme.
Ce n'est pas acceptable. Les terres sont chez nous, l'eau est chez nous, les travailleurs sont chez nous. Et les technologies sont accessibles aujourd'hui, si c'est des questions de rendement. Donc, deuxième chose, c'est nourrir l'Afrique. Troisièmement, il faut industrialiser l'Afrique. L'Afrique ne peut pas juste... elle a très bien fait, exporter des produits de matières premières brutes. Mais non, nous sommes en 2019, l'Afrique doit transformer. On ne va pas créer un Nestlé en Côte d'Ivoire immédiatement, mais il faut avoir une ambition de transformer le cacao de plus en plus, un petit peu au début, de plus en plus, etc. Et il y a plusieurs chaînes de valeur. On a des marchés suffisants pour des voitures, pour beaucoup de choses. Et il faut que l'Afrique s'industrialise. Probablement d'abord dans le secteur agro-industriel, mais tous les autres secteurs sont également concernés. Quatrièmement, il faut que l'Afrique soit intégrée. Il faut intégrer l'Afrique. Beaucoup de nos pays ont, sur le plan économique, sur le plan culturel, il y a beaucoup d'anciens royaumes, des États, sont tous souverains d'ailleurs, qui ont une entité politique qui tient la route, qui est celle que les peuples ont choisie. Mais sur le plan économique, très souvent, ces entités sont un peu petites. Et pour qu'une industrie X se mette en place, il faut qu'il y ait un marché d'une telle taille. L'automobile, l'aéro-industrie, l'industrie aérienne plutôt. Donc il faut intégrer. Il faut que ces barrières il faut que les talents circulent. Il faut que le capital circule. Il faut que les objets, les biens et services circulent entre nous. Déjà, l'Afrique elle-même peut être source de richesse, de développement par elle-même, pour elle-même, avec elle-même. Ça, c'est quand même développer les échanges intra-africains. Et la dernière chose, c'est l'objectif ultime en fait, c'est améliorer la qualité de vie des Africaines et des Africains. Peut-être que nous parlerons des drames de l'immigration. Nous avons des énormes challenges. La qualité de vie en Afrique n'est pas ce qu'elle devrait être. À tous les niveaux, l'éducation, l'accès à l'eau. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler dans le contexte du Gabon. Largement, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites. Exactement. Et toutes ces choses-là doivent être finalement dans un but ultime, d'améliorer la qualité de vie des Africaines et des Africains. On a parlé des Five High Priority de la BAD. Quels sont aujourd'hui les pays sur lesquels vous investissez le plus ? Alors, en termes de priorité par pays, la Banque africaine est pour tous ces 54 États. Donc, tous les pays d'Afrique ont la même importance pour nous. De la Libye, qui est dans la situation que vous connaissez, à l'île Maurice, de la Mauritanie à l'Éthiopie, du Sénégal au Kenya, toute l'Afrique. Et nous mobilisons différents types de ressources dans un continuum de ressources concessionnelles, entièrement concessionnelles, en RDC, en République démocratique du Congo, excusez-moi. C'est plus de 300 millions d'euros, essentiellement de ressources de quasi-dons, jusqu'à des pays où on fait essentiellement des gros financements privés. L'Afrique du Sud, le Maroc, et avec un continuum dans tous les pays de toutes ces différentes sources de financement pour accompagner en fonction de l'État dans lequel un pays se trouve. Et nous sommes une banque, donc tout ça repose sur un document de stratégie pour chaque pays, qui est l'émanation du dialogue qu'on a avec le pays. Les autorités publiques, voilà, je suis au Sénégal, mes priorités c'est ça. Le ministre des Finances du Sénégal n'a pas les mêmes que celui de l'Éthiopie, etc. Est-ce que vous avez des critères, justement, pour accepter d'accompagner tel ou tel projet qui peut vous être présenté par un État ou que vous pouvez monter en partenariat avec un État? Des critères, non. Nous avons au contraire une obligation d'accompagner nos États. Bien évidemment, la première chose dans le dialogue avec lequel on engage nos pays, c'est d'essayer de cristalliser les choses les plus importantes. Nos moyens sont limités, 10-15 milliards d'investissements par an, ça semble beaucoup, mais ce n'est rien. Rien que les infrastructures, l'Afrique a besoin de 100 milliards par an. C'est vrai. C'était un peu la raison pour laquelle le Fonds Afrique 50 a été créé. Donc bien évidemment, des ressources relativement limitées. Nos pays proviennent, le mécanisme de... les fonds de la BAD aujourd'hui proviennent d'où? Comment est-ce que vous financez ces projets? J'y viens dans un instant, juste pour finir. Un gouvernement qui se met en place veut beaucoup de choses, les veut toutes en général tout de suite.
Mais elles aussi, ce sont des gens sérieux, des hommes et des femmes du gouvernement, et qui regardent tout ce qu'ils ont promis à leur peuple, à leur pays, et ils disent, bon voilà, on va quand même faire des priorités. On va faire quelques gros choix stratégiques, et on va regarder nos partenaires, on va dire, avec la Banque africaine de développement, nous allons faire ceci. Voilà. Et nous devenons la source de financement sur nos propres moyens, mais surtout de mobilisation de ressources additionnelles. D'accord. Ce qui me permet de faire un peu le pont. Fondamentalement, la Banque africaine, c'est un outil de mobilisation crédible. Je vais expliquer ce que je veux dire par crédible, mais c'est un outil de mobilisation crédible du capital international. Crédible dans quel sens? D'abord, crédible en termes de crédit. Donc, la Banque africaine a une notation externe de 3 fois A, qui est la plus haute notation que toute entreprise peut espérer auprès des grandes agences de notation internationale. Donc, les gens qui nous prêtent de l'argent, qui sont par exemple les acheteurs de nos obligations que nous émettons sur les marchés internationaux, ou mieux encore, qui mettent du capital dans la Banque africaine. Ces gens-là savent qu'ils mettent de l'argent dans une institution qui est aussi sûre que la Federal Reserve, la Banque de France, encore mieux que la Banque de France, donc ils la sont en Banque confiance. européenne. Donc il y a déjà un élément de confiance en disant ce projet de port en Djibouti m'a l'air intéressant, mais je ne le comprends pas, je suis loin. Je suis un fonds d'investissement, je suis un fonds de pension, je suis un pays étranger. Mais si vous, la Banque africaine, vous le structurez, à vous, je peux prêter pour que vous puissiez accompagner le Djibouti à devenir un hub portuaire, ce qu'ils sont d'ailleurs grandement en train d'être. Dans un cas comme ça, mais idem à Beira au Mozambique, à Walvis Bay en Namibie, si on prend la question des ports, à San Pedro ou ailleurs. Donc c'est essentiellement la Banque africaine de développement, et pour faire simple pour vos auditeurs, c'est un groupe de gens qui vont de façon crédible mobiliser des fonds internationaux et les placer dans des projets de développement pour que l'Afrique se développe. Alors on le voit souvent, il y a beaucoup de projets qui émergent sur le continent africain, et souvent là où le bas blesse, c'est dans la mise en œuvre et peut-être des fois aussi dans les résultats qui sont attendus, où on peut être difficilement satisfait. Aujourd'hui, un instrument et un outil aussi crédible que la BAD, comment est-ce que vous parvenez à garantir la mise en place effective des projets que vous soutenez financièrement? Est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des indicateurs que vous mettez, un dispositif? Donc, 2 choses sur ça. D'abord, si on prend la question des financements de nos États, tous nos gouvernements veulent réaliser. Ils veulent vraiment faire ce barrage, cette route, cette école, cette université, cette usine. Et un des challenges, c'est les capacités qu'il y a en Afrique. Elles vont... Ça va de mieux en mieux, bien évidemment. Mais il y a encore des gros soucis de capacité de mise en œuvre. C'est bête à dire, mais utiliser 100 millions d'euros de façon effective au Burkina Faso, au Burundi ou ailleurs, c'est pas toujours facile. Et donc la Banque africaine vient d'abord avec une connaissance de la mise en œuvre. Et effectivement, les questions de décaissement, la vitesse d'exécution d'une route, nous le faisons de façon prudente. Nous respectons des règles de transparence, de compétition, de qui va offrir, dans le but d'avoir le maximum de ce qu'on dit en anglais, value for money. Donc, on sélectionne de façon internationale la plupart de nos gros projets, tout en gardant un œil pour donner du travail à des entreprises nationales. Local, c'est important. Bien sûr, parce que c'est aussi notre rôle, mais en fonction du niveau de capacité. Donc, s'il y a des lenteurs, c'est effectivement parce qu'il y a des procédures, mais chaque jour, la banque essaye de s'améliorer, de rendre les choses plus souples, plus directes, plus réalistes. Et l'architecture globale et l'exécution tournent autour, dans nos projets, autour d'un chef de projet qui amène son expérience, il ou elle, son expérience d'avoir fait un aéroport à Hammamet, en Tunisie, de dire tiens, non, pour aller plus vite sur cet aéroport à Kisangani, il faut vite faire ceci et cela. Donc il y a quand même des expériences de ces
de ces chefs de projet qui permettent quand même de faire avancer les choses assez vite. Parce que nous avons, comme nos États, comme nos entreprises, comme notre population, nos populations, l'urgence de la réalisation des choses. Effectivement. Et donc voilà. Et justement, j'imagine que dans ces projets-là, parmi ces projets, il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un ou deux projets particulièrement emblématiques auxquels la banque tient plus que d'autres peut-être? Alors, si vous permettez, je vais vous parler d'ici, en République gabonaise où je suis. Dans les prochains jours, j'espère avoir l'opportunité de signer les accords de prêt pour la réfection de plus de 300 km de réseau d'adduction d'eau. D'accord. Une des choses, quand je suis arrivé au Gabon, une des choses que l'ensemble des autorités m'ont dites, ce n'est pas possible que nous ayons de l'eau partout au Gabon. Il pleut énormément, nous sommes en Afrique tropicale, forestière. On nous envie notre pluie. On a de belles pluies pleines, les rivières sont pleines, des fleuves, mais il n'y a pas toujours de l'eau au robinet. Et dans les priorités, une d'entre elles, c'est celle-là. Les autorités m'ont dit, accompagnez-nous pour que très rapidement, la population du Gabon, et notamment celle de Libreville, vous savez que Libreville, c'est à plus de 50% de la population gabonaise, pour que la population de Libreville ait de l'eau au robinet. Un bien, presque un droit fondamental. Oui, un besoin primaire. Voilà. Et ça c'est des choses qui sont très bien. Elles touchent la qualité de vie, bien évidemment, mais en fait, en réalité, elles touchent tous les autres secteurs que je parlais en amont, d'éclairer l'Afrique, de nourrir l'Afrique, de l'industrialiser et de la. C'est un préalable. Voilà. Et c'est des choses comme ça qui sont très sympathiques. Mais je pourrais mentionner très brièvement d'autres projets. J'ai des collègues Il y en a un dans le secteur de l'agriculture, où je pense que vous faites beaucoup de choses avec un ministre assez dynamique. Absolument. Le Gabon a une très belle ambition de se transformer sur le plan agricole. Donc, il y a plusieurs chaînes de valeur, comme on dit, notamment celle du poulet. Nous espérons, en collaboration avec le gouvernement, transformer ce pays en un exportateur net. Aujourd'hui, ce pays perd plus de, si je ne me trompe, 300 millions de dollars par an de factures internationales, en devises étrangères lourdes qui partent pour des entreprises étrangères, pour des emplois à l'extérieur, etc. Donc, tout ça peut se faire ici. Il y a des conditions. Il faut travailler l'ensemble de la chaîne de valeur, il faut renforcer les capacités, il faut mettre des infrastructures, il faut faire beaucoup de choses. Mais une approche concertée est tout à fait possible. Et la banque, dans d'autres pays, nous avons fait des choses qui ont changé la donne aussi. Je penserai en RDC, nous avons fait, un de mes grands amis à la banque africaine, a sorti de l'obscurité aérienne la RDC en mettant en place des tours, la tour de Njili, l'aéroport, la réflexion de l'aéroport de Kisangani, de plein d'autres, qui faisait qu'avant, les grandes compagnies d'aviation contournaient carrément la RDC parce qu'elle n'était pas prise en charge par les satellites, par les tours de contrôle en disant il n'y avait pas ça en RDC. Eh bien, nous avons changé ça. C'est des collègues des infrastructures dont le nom sera toujours inconnu parce qu'on ne se souviendra que du nom de la Banque africaine de développement. Mais c'est des choses comme ça que l'on fait tous les jours, en agriculture, dans d'autres pays aussi, dans toutes sortes de secteurs. Mais je pensais tout particulièrement à ces quelques exemples. À ces exemples-là. Alors, il y a une phrase qui me revient assez naturellement quand on parle de l'agriculture. Je crois que c'est d'ailleurs une phrase qui a été prononcée par le président Adesina. Nous devons transformer radicalement notre agriculture. Par quoi est-ce qu'on doit commencer? On doit commencer par des choix. Et ça, c'est des choix que les pays font eux-mêmes. Nous apportons tout le savoir. Oui, c'est possible. Là, c'est là. Mais essentiellement, il faut faire des choix de chaîne de valeur. La Banque africaine a à peu près identifié 18, je ne vais pas toutes les citer, mais tout ce qui est riz, manioc, tout ce qui constitue l'aliment de base de beaucoup de gens. Nous prenons une chaîne de valeur avec les autorités, nous voyons pourquoi ça ne marche pas. Où sont cette chaîne de valeur?
où sont les points de rupture. Vous êtes une maman de 27 ans au Libéria et vous faites du manioc. Un jour de période de très belle récolte, il n'y a personne qui vient et ça pourrit au bord du champ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le petit monsieur là qui vient avec ses mobilettes acheter et vous payez cash. Lui, pourquoi il ne peut pas faire ça? Parce qu'il n'a pas le petit crédit working capital courant qui lui permet d'emprunter vite et d'aller vendre à celui qui fait de la farine, qui lui-même, tout doucement, ça va arriver finalement à un peu d'amidon que la grande usine Nestlé quelque part... qui aura besoin pour acheminer d'ailleurs de la route. Pour son cube magie, à la fin, le cube magie d'une grande entreprise qui a tous les moyens de tout acheter. La quantité d'amidon qu'il y a dedans, on ne doit pas l'importer de Hollande. Les oignons qui rentrent dans un cube magie, pour prendre encore cet exemple, ce n'est pas possible qu'on les importe, quand on est en Côte d'Ivoire par exemple, qu'on l'importe de Rotterdam. Mais est-ce qu'on soutient Donc c'est le travail d'une chaîne de valeur et de voir les points de rupture et de dire voilà comment on adresse depuis le petit paysan qui se lève tous les matins, 5 heures pour aller travailler, mais dont la productivité est faible, qui n'a même pas les moyens d'avoir les bonnes semences. Il faut lui donner les bonnes semences, l'aider à irriguer, à cette dame, la mettre en collectivité pour qu'ensemble elles cultivent, qu'elles aient des marchés, etc. Donc c'est un travail de chaîne de valeur. Ouais. Et notre président, docteur Adesina, l'a fait avec beaucoup de succès dans sa vie antérieure, en tant que ministre de la Culture de la République fédérale du Nigeria. Et maintenant, depuis qu'il est là, maintenant c'est le faire sur le plan continental, l'ensemble du continent. Et idem, la problématique de l'énergie, etc., etc. Alors là, justement, c'est une belle occasion pour revenir un peu sur le Gabon et prendre le Gabon en exemple. On parle de 824 milliards de dépenses annuelles quand on considère les importations en denrées alimentaires. Alors, sur un enjeu comme celui-ci, est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage sur où est-ce qu'on en est et à quel moment est-ce qu'on pourra peut-être envisager d'être dans une autosuffisance alimentaire au niveau du Gabon? Ça tombe très bien parce que là, juste avant de venir vous rencontrer, j'étais avec mes équipes, j'ai fait venir les meilleurs experts de la Banque africaine en matière de nouvelles technologies agricoles. Et pour la question de la chaîne de valeur du poulet dont nous avons parlé précédemment, 70% du coût, c'est l'aliment du poulet, qui est une combinaison de maïs et de soja. Donc quand on commence à détricoter les choses, on se dit, OK, plus grosse source de coût, je ne sais pas, le warehouse, là où les poulets ou les coûts des vétérinaires, non, c'est l'aliment. Donc c'est clair que si vous importez cet aliment du bout du monde, vous n'avez pas résolu. Donc la première chose, c'est de dire, nous allons, où est-ce qu'il y a des terres? Le Gabon est béni d'eau et de terre, n'est-ce pas? Il y a des zones que les autorités choisissent dans un but aussi de préserver l'environnement forestier. Donc ce sont des zones qui sont propices à ça, l'eau, carbone, etc., qui permettent ceci. On va identifier ces zones-là avec les autorités. La plupart des temps, elles ont déjà fait un grand travail. Donc très souvent, il s'agit de mettre les choses ensemble et identifier, dire voilà, contribuons à apporter des technologies où le rendement à l'hectare de riz est à un niveau international de qualité. Quels sont les autres problèmes? L'irrigation, etc. Après, on parle de transformation, transport, distribution, arrivée, jusqu'à... Et il y a toute une série d'acteurs. Parce que les modèles que nous pensons qui sont les plus durables, ce sont ceux où ce sont des acteurs privés, du plus petit à la plus grande entreprise détenue par des femmes ou des hommes ou des sociétés privées, qui permettent chacune d'avoir un rôle dans cette chaîne de valeur-là, dans le but ultime de réduire le coût de l'aliment des poulets et donc de rendre économiquement viable. Aujourd'hui, en termes de chiffres, puisqu'il y a des éléments aussi de dumping international, le kilo de poulet rendu ici de l'extérieur, dont les origines ne sont pas toujours nécessairement très bien connues, est autour de 1500 francs CFA. Et si la cultivatrice, la dame qui a un poulailler de petite ou de grande taille, ou le monsieur, ou la coopérative, avec les coûts
des intrants, des aliments, c'est malheureusement autour de 3 000. Ouais. Ce qui déjà... Et voilà. Donc l'exercice, c'est de justement prendre la structure des coûts, notamment l'alimentaire, et de la travailler, de la réduire, juste à ce que le poulet Gabon, qui de toute façon sera plus frais, sera d'ici, l'origine sera connue, la fraîcheur sera meilleure, etc. Et dont le goût, je suis certain que si les Gabonais recommencent à goûter du bon poulet de chez eux. Comme au Burkina avec le poulet voilà, bicyclette. Exactement. Peut-être qu'il y aura bientôt des brandings du poulet de Mouila, de Ndende, de Mitsik. Il y aura chacun. Les PME vont mettre des marques dessus, de qualité. On dit, ah non, moi je ne mange que le poulet local. Du poulet de OEM, que de Franceville, etc. Donc il y a des choses comme ça, des cercles vertueux qui se créent aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi de promotion de la consommation locale, parce qu'on voit souvent entre une tomate qui est un peu verte et une tomate qui est bien rouge mais qui vient de très loin, on va avoir tendance, si on ne veut pas rater sa tomate farcie, à choisir la tomate qui est plus rouge, même si elle coûte un peu, voire beaucoup plus cher quand on voit les tarifs du tout du à marché. fait, tout à fait. Ce que tu me dis là me fait penser à une anecdote que le docteur Adesina nous a racontée, qui était qu'au Nigeria, quand il était ministre de l'Agriculture de la République fédérale, il a progressivement augmenté dans le pain. En Afrique de l'Est, c'est les gros pains, l'off, là, un peu sucré, que les jeunes, les enfants, là, les jeunes vendent dans la rue, etc. Il a tout doucement augmenté la quantité entre le blé du Midwest, des États-Unis, payé en dollars, cher, etc. Il a tout doucement fait augmenter la quantité de manioc, de la poudre, de la farine de manioc, tout doucement. Avec des tests de pâtisserie, vous avez des pâtissiers, on met 12%, 14%, des anecdotes, et tout doucement, refaire découvrir avec un goût, avec des goûts du manioc du pays, du manioc du Nigeria, fait par des Nigérianes et des Nigérians au Nigeria, transformé, fait en farine, etc. Et tout ça tout en réduisant énormément la facture d'importation. Puisque du coup, si vous arrivez à 30%, avec je ne sais plus combien de milliards de dollars d'importation, des pays comme le Nigeria ont en facture de farine. Mais c'est des sommes colossales. Qu'on pourrait allouer à d'autres choses. Et voilà. Et c'est ainsi que tout doucement, on peut faire redécouvrir. Mais de façon globale, il y a un élément d'identité quand on sait d'où vient ce que l'on mange. Et donc, nous avons vraiment confiance qu'en créant les conditions nécessaires, en accompagnant l'ensemble des acteurs locaux, nationaux, femmes et hommes, nous pouvons, chaîne de valeur par chaîne de valeur, faire cette transformation de notre agriculture du continent. Donc, on l'a vu, il y a pas mal de secteurs stratégiques sur lesquels vous investissez. On a parlé de l'énergie, on vient de parler de l'agriculture ou encore des infrastructures. Aujourd'hui, quel est le montant des investissements réalisés sur le Gabon en 2018 ? Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la Banque africaine a un portefeuille d'investissement de plus de 1 milliard de dollars. C'est relativement beaucoup. Mais c'est peu par rapport à ce que... Tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a à faire. Mais nous avons l'ambition de continuer sur cette croissance. Avec nos moyens limités, et toujours dans le cadre de nos stratégies et du dialogue qu'on a avec les autorités, nous mettons d'accord sur une série de projets à accompagner. De façon structurelle, il faut essayer d'aller toujours vers quelque chose où l'endettement de l'État n'est pas trop important. Voilà, et garder même à un niveau le plus bas. Donc maintenant qu'il y a eu ce développement de ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, qui ne sont évidemment pas une panacée, mais qui quand même permettent de résoudre cette problématique, d'avoir cette nouvelle chose, l'énergie, les nouvelles nécessités, tout sans que ça soit de la dette publique.
Et il y a des partenaires du secteur privé. Ben justement, c'est la question qui me vient tout naturellement quand je vous écoute. Comment est-ce qu'on peut parvenir concrètement à inciter ces investisseurs privés à investir dans leurs économies? Est-ce qu'il y a une recette qui pourrait permettre justement d'inciter les investisseurs privés, locaux et internationaux, à venir investir dans des secteurs qui sont extrêmement porteurs? D'abord, ils sont tous à la porte. Ils veulent tous, quand je prends les acteurs étrangers, mais ça peut être une société tunisienne sur quelque chose au Gabon. C'est pas uniquement en dehors de l'Afrique. On parlait tout à l'heure de commerce intra-africain. Et en fait, ils sont là, ils sont à la porte, ils disent, mais s'il y avait ça qui était réglé, voilà, nous mettrions notre capital. Nous chercherions de la dette, et avec la dette et le capital, nous pourrions faire ça. Un exemple concret, là où je vous parle, la semaine dernière, mes équipes d'énergie, dirigées par Madame Gomme, Aïda, sont venues pour commencer l'évaluation du développement de la centrale hydroélectrique de Ndjoulmedjine. Et aussi celle de Dibouangui. Ensemble, à peu près 100 mégawatts additionnels. Voilà. Là, qui sont les acteurs? Il y a les gens qui font la chose elle-même. La société qui va gérer cette centrale, produire l'énergie et le vendre à la société publique qui, elle, va vous mettre l'électricité chez vous. Cette société qui va développer la production de l'énergie, ce sont des sociétés internationales du monde entier. D'accord. Africaines ? En l'occurrence, celle-ci est africaine parce qu'elle a été rachetée par un groupe africain qui s'appelle Emerging Capital Partners, qui est un fonds de capital risque, qui d'ailleurs a été créé avec le concours de la Banque africaine il y a à peu près une quinzaine d'années, qui lui a racheté ce groupe, qui avait déjà quelques succès en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., et l'accompagner dans leur filiale à entrer sur des nouveaux marchés et à mettre du capital. Ils mettent du capital. Nous apportons les conditions écosystémiques, nous disons aux autorités, faites ceci, organisez, autorisez qu'il y ait ceci et cela, afin que ces gens-là puissent amener du capital. Et très souvent, en parallèle, nous amenons de la dette. Et quand il faut, même des dons, quand il y a des questions environnementales, climatiques à tenir, parce que la formule est complexe aujourd'hui. Nous voulons le développement, mais sans détruire notre environnement, qui est parmi les derniers du monde. Je rencontrais récemment le directeur de l'Agence nationale des parcs. La forêt, une partie de la forêt du Gabon, c'est la seule au monde qui a survécu à 5 Ice Age, époque de glaciation, depuis des millénaires. Il y a des choses incroyables comme ça qui se passent chez nous. Et nous avons un environnement qu'il faut absolument aussi préserver. Et il ne faut pas développer ou avoir un environnement, il faut les deux. Voilà. Alors, quel regard portez-vous sur le climat des affaires au Gabon? Il va mieux. Certains ratings vont mieux, moins bien. En réalité, au-delà de savoir où se positionne le Gabon sur tel index fait à des milliers de kilomètres, c'est plutôt la réalité au quotidien. Il faut se poser la question. Vous êtes une TPE, une toute petite entreprise gabonaise. Avez-vous accès à 20 millions de francs CFA pour un crédit de roulement? Oui, non. Malheureusement, en Afrique, le financement est encore un des gros problèmes. De nouveau, toujours dans le secteur financier qui touche l'environnement économique. Vous êtes un individu, une dame, un jeune homme, une jeune dame. Avez-vous les 4 services de base? Un outil de paiement, un outil pour emprunter, un outil pour épargner, un outil pour acheter de l'assurance en cas de... Mais non, cette inclusion financière n'est pas encore là. Et pourtant, les solutions sont africaines. C'est en Afrique qu'on a développé le M-Pesa, qui peut être le cheval de Troie vers des instruments plus complexes d'inclusion financière qui touchent les 4 services dont je vous ai parlé. Le message étant que les problèmes sont africains, peut-être, et les solutions sont là aussi. Elles sont africaines. Africaines, absolument.
Aujourd'hui, vous parlez de cette problématique du financement. On le sait, quand on est entrepreneur, c'est difficile d'avoir accès au financement. Quand on est un État, c'est moins compliqué. Il y en a qui sont parias. Et qui ont du mal à lever des fonds. Oui, oui. C'est quoi les conditions? Est-ce qu'il y a des durées, il y a des limites? Comment est-ce que la Banque africaine de développement accompagne financièrement les projets? Je vais prendre un secteur, le secteur de l'agriculture. Le secteur de l'agriculture, l'évaluation des risques montre que pour 100 francs CFA, si vous mettez en place un instrument de garantie qui n'est pas plus de 8 à 10 francs, vous pouvez garantir les banques commerciales si frileuses à prêter 100 francs CFA. Et ce sont des instruments, ça s'appelle en anglais, c'est le Risk Sharing Facility. C'est un instrument de partage du risque, dans lequel, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on va travailler à la résolution des nœuds des chaînes de valeur, mais que l'environnement va rester frileux, parce que peut-être que quelqu'un a fait un prêt à une entreprise, une microfinance ou une banque a fait une fois par hasard un prêt à une entrepreneuse ou un entrepreneur agricole, et évidemment a fait faillite, donc frileux, donc très bien. Dans un premier temps, on résout la chaîne de valeur, et ensuite on met en place des instruments sur notre capital où on finance la prise de risque. On résout la chaîne de valeur et on dit à toutes ces banques qui sont quand même les dépositaires de l'épargne. On supporte le risque. On leur dit, nous avons accompagné les autorités publiques et privées à résoudre cette question de chaîne de valeur. Il est temps d'injecter du capital. C'est vous qui avez la liquidité CFA. On est dans un pays de la CEMAC avec le franc CFA. Prêtez à ces gens-là, dans ces conditions-là, et nous vous garantissons. Et vous verrez qu'à la deuxième saison du maïs, à la troisième rotation des 90 jours de poulet, vous aurez gagné tellement d'argent que vous n'aurez même plus besoin de notre instrument de garantie. C'est intéressant aussi de comprendre, par rapport à ce que vous êtes en train de développer, comment est-ce que sur cette zone de la CEMAC, vous arrivez à constituer peut-être des pôles autour des projets qui sont peut-être les plus complexes, vous le souleviez à juste titre, et quelles sont les différentes parties prenantes que vous arrivez à faire entrer autour de la table? En général, je dirais, si on prend prenons un exemple concret. Je discutais récemment avec les collègues qui couvrent le Tchad. Le Tchad a toute la viande pour toute la CEMAC et même pour toute la CEAC. Et aussi le cuir, etc. Qu'est-ce qui bloque? Les abattoirs, les questions sanitaires, la distribution, la chaîne du froid. Les barrières douanières aussi pour transporter. La CEMAC est déjà ouverte, mais est-ce qu'il y a la route? Est-ce que cette route-là? Est-ce que ce chemin de fer? Est-ce que cet avion? Voilà. Il faut prendre une denrée, une chaîne de valeur, et dire, mais pourquoi ça ne se passe pas? Mais ne pas juste dire, je vais juste m'occuper de faire grandir ces vaches plus vite. Voilà. Ou de créer des chemins de pâturage particuliers. Et effectivement, surtout quand on est face à des chaînes qui sont vraiment un peu en mauvais état, c'est toujours une combinaison de ressources financières, depuis les plus commerciales, purement commerciales, avec un taux d'intérêt commercial, pas exagéré, comme nos banquiers font, mais quand même une belle rentabilité commerciale. Depuis cela, jusqu'à des ressources presque de dons pour former les acteurs, pour renforcer les capacités. Donc et c'est là où la Banque africaine, elle n'est pas seule évidemment, mais notamment la Banque africaine, a développé une expertise de mélanger ça, de faire du blended finance, comme on aime bien dire, en mettant tout un continuum de ressources à la disposition de la résolution d'un problème, d'une chaîne de valeur qu'un pays pourrait avoir. Très bien. En termes de perspective, quand vous vous projetez sur l'avenir, comment est-ce que vous voyez l'avenir économique de cette zone? Bullish. Bullish. Les choses se passent. Si je prends juste... nous sommes au Gabon, prenons le bois. Il y a 10 ans, les autorités de ce pays prennent une décision considérée à l'époque comme complètement folle, d'arrêter l'exportation de grumes. Et 10 ans après, le Gabon est le premier, déjà africain, premier transformateur de producteurs de contreplaqué, etc., etc. Donc, toutes ces chaînes de valeur sont de plus en plus attaquées. Maintenant, le Gabon exporte. Oui, le fameux plywood. Ben oui.
Mm. dans cette zone économique de Nkock, sur la route de Toum, à la sortie de Libreville. Mm. Et c'est se dire, c'est possible. Mais ce qui a été fait par le Gabon, par les Gabonais, au Gabon, pour le bois, d'abord on peut aller plus loin. La première transformation du bois est très bien, hein, mais il y a une deuxième et une troisième jusqu'à la table, hein, jusqu'au produit fini. Donc on peut même approfondir cette première chaîne de valeur. Mais si on l'a fait pour le bois, pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas? Je ne dirais pas que c'est demain qu'on va faire des batteries gabonaises à base du manganèse, qui est un des constituants importants pour faire des batteries. Hein, les batteries chinoises, japonaises, etc., Hitachi, Duracell, etc. Mais pourquoi ne pas les premières étapes de transformation? Aujourd'hui, plus de 90% n'est pas transformé ici. Il n'y a rien. Rien n'est transformé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre défi qui vient se greffer, celui de la formation? Parce que c'est difficile dans ces secteurs-là de trouver des techniciens qui soient suffisamment outillés pour pouvoir... Et pourtant, ça emploie. Hein. Absolument. Ça emploie. Mais de nouveau, c'est une question de prendre une approche de chaîne de valeur. Parce que l'électrolyse, il faut beaucoup d'énergie. Hein. Et s'il n'y a que 600 mégawatts et que cette usine de transformation de manganèse toute seule va en consommer 80 en un seul coup, donc voilà. Donc il y a toute une série de problématiques. D'abord, il y a des vieilles habitudes. Le Gabon a exporté des grumes pendant des décennies. Donc le changement a été, pour certaines entreprises, assez traumatique. Mais à la fin, cela s'est fait. Donc pour d'autres chaînes de valeur, je prenais l'exemple du manganèse, mais ça peut être tout à fait autre chose, où le processus est par étapes. Le poulet aussi, une chaîne de valeur, tout doucement. On forme les acteurs, et puis tout doucement, on commence à regarder de plus près quelle est la qualité de ce poulet si peu cher importé d'un pays que je ne nommerai pas. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément les meilleures normes sanitaires, tout doucement. Et on compare, tiens, le nôtre qui est tout frais de Mouila ou de Dendé, etc. Et donc, du coup, il y a des choses qui peuvent se mettre en place sans forcément aller jusqu'à l'interdiction brutale de l'importation du poulet qui pourrait aller à l'encontre de certaines règles de free trade, de commerce libre auxquelles le Gabon a signé. Voilà. Alors, on va arriver au mot de la fin. J'aimerais vous partager cette citation et j'aimerais bien avoir votre regard, votre analyse et votre compréhension de cette citation. Est-ce qu'on est ou non sur la bonne voie? L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Dixit Patrice Lumumba. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, enfin, l'indépendance économique de nos pays sur le continent, qui est d'ailleurs perçue comme un préalable au vrai développement, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est enfin sur la bonne voie? Complètement. Complètement. D'abord, l'Afrique est déjà sur cette voie depuis un petit temps. Et il y a des héros, unsung heroes, des sociétés, des gens qui font déjà des choses remarquables, qui n'ont pas été chantées. Il n'y a juste pas de griot pour parler d'eux. L'Afrique le fait aujourd'hui de plus en plus, et l'Afrique le fera de plus en plus demain. Et ce sont des Africains qui vont faire ça. Je voyais hier dans les nouvelles que Huawei, un leader chinois international dans tout ce qui est téléphonie, système, va faire sa grande usine africaine de téléphones Huawei en Algérie. Il y a des choses incroyables qui se passent de l'autre côté, au Rwanda, partout. Et l'Afrique, je pense que l'Afrique a commencé à se réaliser déjà, et l'Afrique va continuer à se réaliser. Évidemment, je suis moi-même africain, donc c'est plus un cri du cœur. Je ne suis pas sûr que je suis la meilleure personne à pouvoir avoir une opinion rationnelle, distante. Mais les choses que nous voyons à la Banque africaine de développement, ici au Gabon et au-delà, dans tous nos pays d'intervention, où on change la donne. Et la Banque africaine, modestement, contribue à la réalisation de ces grands objectifs que chaque pays, que chaque société, que chaque famille, que chaque individu a pour notre continent. Donc oui, j'y crois. Merci beaucoup, Robert. Merci infiniment. Merci, Sénat Boudia.